Bienvenue, chers analystes politiques. Oumar Diandjou, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour Henri, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour Henri Yambodé. Bonjour Maurice, bonjour Omar, bonjour à l'équipe de mise en onde et merci à tous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent. C'est un plaisir. On n'a pas l'habitude de vous voir un mercredi, mais c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Oui. Ça fait varier un peu les têtes. Et puis, voilà, ça croise verbes et arguments de part et d'autre. Merci d'être venu malgré vos nombreuses occupations. Henri Sauvi Niabodé. Mesdames, Messieurs, nous allons donc partir pour l'analyse sur ce plateau. Le premier thème à aborder, bien évidemment, et qui attire notre attention, c'est donc cette préoccupation de maître Adrien Houmbédi, et comme le dirait l'un des quotidiens, il lâche la bombe. Et le quotidien qualifie de bombe encore ce que lâche le maître Adrien Houmbédi, le patriarche, on peut l'appeler ainsi, Henri Yambodé. Alors, on parle de politique d'exclusion à la une d'un quotidien au Bénin. Et maître Adrien Houmbédi affirme depuis 2016 les choses ont pris une autre tournure. Le quotidien écrit martèle maître Adrien Houmbédi. Je pense quand même qu'ayant eu la chance de lire un peu sa dernière déclaration, le patriarche est revenu un peu sur les prisonniers qu'il qualifie de politiques, ceux-là qu'il estime qu'ils sont en exil. Il rappelle qu'en 1990, c'est avec le retour de tous les fils que nous avons construit le pays. Oui, il continue sa déclaration. Et j'ai aussi vu que l'honorable Gbadamassi a attaqué et le qualifie de l'ami opposant ou du président Talon, quelque chose comme ça. Je vais revoir un peu mes notes. Oui, Henri Sauvi Yambodé, le patriarche encore rebondit une fois encore sur ses propos qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive en fin d'année. Oui, vous avez bien fait donc de rappeler que le patriarche donc, a lâché une bombe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un quotidien qui le dit. Oui. D'accord, n'ayez pas peur. Écoutez, après la sortie donc, du président Patrice Talon, qui avait accordé donc, une interview aux Jeunes d'Afrique, on s'attendait à ce qu'il y ait quand même un retour de la manivelle parce que le président n'avait pas répondu totalement à M. Adrien Houmbédi. C'était juste une phrase et du leur en répondant donc à l'interrogation du journaliste qui demandait qu'est-ce qu'il répond au propos donc de Houmbédi. Il dit c'est du leur. C'est-à-dire que c'est pas une réalité ce qu'il dit. Maintenant que Adrien Houmbédi a encore eu cette opportunité de parler, il rajoute après les autres audiences, il rajoute maintenant que qu'on permette à l'opposition d'aller aux élections qu'on a fait donc les élections de 2019, les élections Ouattara. C'est dit tout simplement que toutes mes excuses, c'est le patriarche, on va dire peut-être qu'il a commencé par prendre conscience de certaines réalités politiques que lui-même a eu le temps de façonner. On se rappelle que avant l'achat des partis... Il a participé à façonner. Oui, l'achat des partis politiques, le code électoral, le système partisan. Il était président de l'Assemblée nationale. Et on se rappelait de ce que votre bien ami, je vais parler donc de Mitokpe, Dagbe, je me rappelle de ce député-là, lui avait dit, président, il y a remuement. Aujourd'hui, il se rend compte que c'est de l'exclusion. Non. Et à quel encablure? Nous sommes à quelques mois des élections de 2026, où les dates sont déjà fixées et que tout le monde a connaissance de ça. Donc, c'est dire tout simplement que Houmbédi donc est en train de jouer aujourd'hui à un suivi politique. Comment faire pour se repositionner, même si je peux dire que son âge est un peu avancé, qu'il n'est plus comme actif politiquement, qu'il a envie de se repositionner, rester au milieu, rester neutre dans cette ambiance, dans cette animation politique. Parce que le fait de... Voulez-vous dire, quand vous parlez de neutre, voulez-vous dire qu'il a envie d'aborer la veste d'un sage, enfin? Oui, il veut jouer au sage désormais. Parce que
Oui, quand on parle d'asile politique, il n'en a fait qu'à l'autre fois. Quand on parle aujourd'hui, quand on parle de participation des opposants aux élections, ce sont là quelques doléances de la formation politique relevant donc de l'opposition. Et donc, il se fait le porte-voix. Maintenant, le contexte s'y prêtait bien parce que c'est sur le thème, parce que j'ai consulté un peu, on a dit c'est sur le thème politique béninois, 35 ans après, les acquis. Oui, mais est-ce qu'on va toujours continuer à dire, nous avons fait la conférence nationale, les acquis sont là, il faut préserver ces acquis pour continuer à espérer un développement. Si on prend comme référentiel la conférence nationale des forces vives de la nation, de cette conférence-là jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir dans quelle mesure le Bénin a connu le développement? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas fait de compromission? Est-ce qu'à un moment donné, on ne s'est pas dit, mais écoutez, oui, nous avons les acquis démocratiques qui sont là, mais essayons donc de les mettre sous veilleuse pour évoluer, pour voir dans quelle mesure trouver une porte de sortie. Pour moi, oui, le patriarche Maître Adrien Ngouebedji, donc désormais, veut être sage, veut jouer donc le sage du village et donc lance donc ces bombes-là pour peut-être montrer qu'il voit tout ce qui se passe, il est conscient de tout ce qui se passe et il veut que ça change. Voilà. Omar, un jour, vous avez suivi Henri Sauvy-Niangolet, vous avez suivi la déclaration de Maître Adrien Ngouebedji. Est-ce que c'est le moment de faire cette déclaration? Et c'est justement là la question, pourquoi est-ce qu'on choisit maintenant pour faire ces déclarations? Au moment où la charte des partis politiques, le code électoral, tout cela se préparait et a été finalement adopté à l'Assemblée nationale, où était Maître Adrien Ngouebedji? Il avait l'oreille du chef de l'État en ce moment, il était des proches. Enfin, UP, le renouveau, est devenu le renouveau à cause de quoi? On sait tous pourquoi. Donc, il est proche désormais, il fait partie de la mouvance. Pourquoi est-ce que c'est maintenant, à l'orée donc de ces élections, que Maître Adrien Ngouebedji commence à avoir donc les dents plutôt acérées contre tout ce que la mouvance a mis en place comme réforme sur le plan politique? Parce que en réalité, lorsqu'on regarde très bien tout ceci, c'est notre... Enfin, excusez-moi, moi je vais être un peu dur ce matin, c'est notre immaturité politique qui nous a conduits jusque-là. Il a parlé lui-même que depuis 2000, il a dit lui-même que depuis 2016, que le propos politique au Bénin est devenu un peu plus dur, qu'on est devenu, on se regarde désormais comme si on était on se regarde vraiment en chien de faïence désormais dans la classe politique. Qu'est-ce qui a conduit à ça? Souvenez-vous de cette première constitution que le président Talon avait proposée, la toute première. Moi, en tant que citoyen béninois, je l'ai lu, je l'ai parcouru. J'ai encore même quelques articles en tête. Mais comment est-ce que ça se passait à l'Assemblée nationale? Est-ce que même ils ont pris le temps même de le lire? Notre immaturité politique dans le temps a conduit à ce qu'on rejette, mais d'une manière extraordinaire, cette loi-là. Voilà, ça a été rejeté et c'est de là que tout est parti. On n'a même pas pris le temps de dire, ah, mais attention, est-ce qu'il ne propose pas quelque chose de bien à cet endroit? Est-ce que si, est-ce que ça? Donc, on a une manière de faire de la politique et c'est là où je rejoins Henri. Ils ont tous participé à ce qu'on en arrive là aujourd'hui, à ce code électoral-là, que beaucoup aujourd'hui dénoncent aussi. Voilà. Donc, ils n'ont donc pas le droit de parler, même s'ils ont participé. Non, mais ils ont le droit de parler, mais qu'ils ne viennent pas parler comme s'ils n'avaient rien. Blancs comme neige. Comme s'ils étaient blancs comme neige par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Et l'autre question que moi je me pose, c'est, mais attends, Maître Adrien Ngouebedji est quand même un membre de la mouvance présidentielle aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas directement parler avec son partenaire de maintenant, le président Patrice Talon, qui est réellement son partenaire, puisqu'ils sont tous dans la mouvance présidentielle? Parler avec lui, en coulisses, discuter et savoir quoi faire. Pourquoi c'est sur la place publique à chaque fois qu'on vient? La question qui se pose, c'est, Maître Adrien Ngouebedji est-il toujours un mouvancier? Bon, ça c'est une autre manière de voir la chose. Donc l'autre question qu'on peut se poser, c'est Maître Adrien Ngouebedji n'est-il pas devenu un opposant? Est-ce qu'il est toujours mouvancier? Est-ce qu'il est toujours un partenaire du président Patrice Talon sur le plan politique? On peut se poser également cette question-là. Voilà, et puis on dit qu'il a lâché une bombe. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à lâcher la bombe, je crois que depuis février.
il y a des bombes comme ça qui sont lâchées, on se demande mais qu'est-ce qui se passe au sein de la mouvance présidentielle? Bon, je me dis que nous sommes donc à l'orée des élections, et je vais conclure un peu comme Henri, nous sommes à l'orée des élections et il faut se positionner, il faut se refaire un certain visage, on va dire, politique. Il faut rappeler à tous les Béninois que nous sommes toujours là. Les Agbais sont là, ils écoutent, ils savent que bon, le chef a parlé, ce qu'il va dire encore, on va suivre. Donc, moi, je pense que c'est un moyen également de continuer à exister dans la classe politique, d'exprimer ce que l'on pense pour donc rappeler à tous ces partisans que voilà, nous sommes là et ça va pas se passer sans nous. Henri, tel que les choses se passent, on ne peut plus faire marche arrière. On peut plus faire marche arrière ou marche en arrière et on doit pouvoir avancer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, forcément. À défaut de le faire comme Soglo pour parcourir donc les infrastructures construites par le président Patrice Talon, à défaut de demander une audience, pour faire comme Bodiaï, pour aller parler, pour demander à Patrice Talon, libère les étudiants, il faut libérer les jeunes qui ont été emprisonnés. J'allais dire, on a trouvé donc cette formule-là. Est-ce que c'est la meilleure? C'est deux cas. Si il n'a plus retrouvé le chemin, comme je le disais tantôt, oui, pour aller vers le président Patrice Talon, oui, il peut trouver cette formule-là. Donc, c'est une meilleure option. Parce que c'est la formule la peut payer. Mais si le président parle de l'heure, ça ne peut pas payer. Parce que désormais, il sera considéré autre. Il sera considéré comme un partenaire à double masque. Il sera considéré comme un partenaire qui n'est pas dans la même logique que les autres de la classe présidentielle. Parce que tout simplement, qu'on le veuille ou non, Adrien Mbedi a remis son PRD pour que l'UP devienne l'UPR. Et aujourd'hui, il ne peut pas... Il n'a pas remis. Hein. Dans le logo, il y a l'arc-en-ciel. Mais non. PRD Babou Pokbéré. C'est ce qu'il a dit. Hein. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je ne fais que répéter des choses que j'ai entendues dans la République. Hein. Je n'invente rien. Votre goût qui nous fait rire. Hein? Votre goût nous fait rire. Mon goût. PRD, mon amour Pokbéré. Donc, au fait, il n'a pas remis. Il a remis, mais il a mis l'arc-en-ciel. Là où ça va boule, là, c'est par rapport à la question que vous avez posée. On ne va pas plus faire marche en arrière. On ne va pas faire reculer, mais on va avancer. Et celui qui va prendre peut-être le pouvoir en 2026 ne va pas remettre tout en cause. Et si le système partisan a contribué à réduire considérablement le nombre de partis politiques, le président qui viendrait ne va pas changer les choses pour qu'on ait encore 120 partis politiques au Bénin pour avoir de pression. Et donc, le PRD va subir encore, si, entre-temps, l'idée c'est de faire sortir le PRD donc de l'UPR, le PRD va subir forcément, que ce soit la charte des partis politiques, que ce soit le code électoral, que ce soit les affres du système partisan. Et donc, il n'y a pas question que ces propos-là vont remettre en cause tout le système mis en place depuis plus de 9 ans. Et donc, pour moi, c'est peine perdue de parler. Adrien a dit que pourquoi choisir la place publique pour parler. Oui, c'est pour se faire une trait. C'est pour se montrer également, c'est pour montrer aux autres que nous parlons, comment dire, j'essaie donc de changer sur votre cas. J'essaie de vous défendre. Donc, vous devez m'accepter prochainement dans votre classe, dans votre... Au cas où peut-être les choses changeront. On va passer à droite, quoi. Donc, c'est pourquoi on le fait à la place publique. Mais déjà, je veux dire non. Un sage, oui, d'accord, on comprend un certain nombre de choses aujourd'hui. Mais en tant que Maître Adrien Mbedi, qui connaît les réalités politiques, parce qu'on dit, la jeunesse qu'il a invitée lui demandait 35 ans après la conférence nationale, comment est-ce que l'histoire politique peut être dite aujourd'hui. Donc, par rapport à ça, l'histoire politique, il y a la période de la conférence nationale, mais la période de refondation, de changement profonde. Et la période de rupture que nous traversons. Et donc, ces différentes périodes-là doivent être
expliquer aux gens, puisqu'il a fait toutes les Et il doit expliquer que la rupture n'a pas été un vain mot, que ça a été réellement une rupture. Hein? Avec les anciennes habitudes de Tonton Wa, les habitudes de Tonton Wa, tout ça, c'est rompu. On a cassé réellement avec les habitudes. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait discorde, qui crée un certain clivage dans la classe politique et peut-être même au sein de la population. Ce sont les réformes politiques. On est tous d'accord, hein, et on sait pourquoi. Mais au même moment, ces réformes-là ont permis d'avoir des avancées. Et Henri l'a souligné, le nombre de partis politiques aujourd'hui au Bénin, ça a complètement diminué. Pour un petit pays comme le Bénin, on en avait plus de 200. Il y a un problème. Aujourd'hui, le clientélisme politique, le Bénin qui était constamment en campagne électorale ne l'est plus désormais. Et on fait de la politique autrement. Moi, je sens une certaine maturité. On a franchi quand même un petit palier, mais ce n'est pas encore la totale. Ça a permis, cette réforme politique a permis finalement d'avoir cette petite avancée. Maintenant, il y a quelques éléments qui posent problème, en tout cas l'opposition dénonce et les partisans de l'opposition dénoncent tous les jours. C'est qu'on parle généralement des 20%, avec calculatrice en main, tout le monde démontre que non, 20% c'est mauvais, voilà, tout le monde le fait. Bon, on comprend. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait au Bénin? On connaît la séparation des pouvoirs. Pour changer quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Première des choses, c'est aller à l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre l'Assemblée nationale en main? Moi, je pense que ça serait d'abord la première question, la première priorité d'abord de l'opposition s'ils veulent changer quelque chose pour le moment. Parce qu'ils n'ont aucune force à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour pouvoir changer les choses. Et ce qui a conduit à ça, ils sont aussi responsables en partie. Tous ceux qui étaient en responsabilité dans le temps sont aussi responsables de comment est-ce que la Constitution, la composition, je veux dire, de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Personne ne viendra dire que voilà, c'est rien que de l'exclusion, c'est parce que la politique de l'exclusion. Non, on a notre maturité politique, notre immaturité politique du temps a conduit à ça aussi. L'autre chose, c'est que pourquoi est-ce qu'on doit aller de l'avant? Pourquoi est-ce qu'on doit s'adapter au test, qu'on soit d'accord ou pas? C'est que le chef de l'État dit qu'il n'y a pas de relecture du code électoral. Souvenez-vous, quand on faisait, comment on appelle, quand les gars devaient prendre service, ceux qui sont chargés, le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, il a rappelé. Non, ce n'est pas leur rôle. Hein. Ne venez pas parler du code électoral. Vous êtes là pour donc mettre le fichier électoral. Qui va voter, qui ne vote pas, nous sommes combien à voter au Bénin. Permettez-nous d'avoir un fichier, c'est-à-dire sûr, fiable, accepté de tout le monde. Voilà, c'est sur cette base-là que vous devez travailler. Donc, en ce qui concerne le code électoral, moi, je pense que tout le monde doit pouvoir s'adapter. C'est une loi qu'on a choisie selon le système dans lequel nous sommes. C'est le système... L'Assemblée nationale vote les lois, l'exécutif promulgue et les institutions sont là pour veiller donc à son application. Si on reste dans ce système-là, chacun doit pouvoir désormais donc se conformer. Le code électoral, on a beau crier, il est mieux désormais, selon moi, que l'opposition s'adapte à ce code-là, voir comment est-ce qu'elle met des stratégies en place conformément donc à tout ce qui est là. Maintenant, l'autre chose aussi qu'on pourrait demander, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, l'une des priorités du président Patrice Talon aussi doit pouvoir être l'organisation d'élections apaisées. Pourquoi? Parce que depuis 1990 au Bénin, tous les présidents qui se sont succédés ont toujours tout fait avant leur départ d'organiser des élections apaisées au Bénin et la transition s'est toujours faite de manière, on va dire, pacifique. Donc, des élections qui ressemblent généralement à des fêtes, espérons que cela pourra être fait. Et pour que, pour que cela puisse se faire aussi, je pense qu'on doit quand même mettre en place aussi une petite passerelle de dialogue, si possible, entre donc la classe politique, enfin, je veux dire l'opposition et toute la mouvance. Je pense que c'est essentiel aussi pour qu'on puisse, ne serait-ce que pouvoir se regarder comme des frères. C'est essentiel aussi. Très bien. Est-ce que, pour finir avec Maître Ali Roumbedi, est-ce que donc, ces propos et ces prochains propos seront comme de l'eau versée sur le dos du canard? Non, en se référant aux propos donc, du chef de l'État, en réponse à ces propos du chef de l'État, ce sera donc considéré comme un épée, donc, si vous voulez, dans la mer. Il n'y aura pas de traces. Moi, je préférais que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Gbedi, aille voir le chef de l'État pour lui dire
voici les points sur lesquels je souhaiterais que tu me donnes satisfaction. Oui, il faut permettre aux gens de revenir au pays, il faut sortir donc les exilés politiques, il faut. Au lieu de les exposer à la place publique. Il faut voir, malgré que Boni Yayi est président du parti de l'opposition, les démocrates, il a demandé l'audience qu'on lui a accordée. Et au cours de cette audience-là, il a fait part de sa doléance, mais de cette doléance au chef de l'État. Et donc, pourquoi ne pas choisir aussi la voie officielle pour le faire? Parce que le dit comme ça, c'est comme il s'adresse peut-être au public, mais pas au chef de l'État qui est le maître du jeu quand même. Et donc, pour moi, Maître Adelan Goumbédi devrait voir désormais dans quel environnement fait passer donc son message, dans quel environnement fait passer son message pour que ça ait d'écho auprès donc du chef de l'État. Oui, pour cette conférence, c'est vrai que tout le monde, les Béninois, les citoyens que nous sommes, on a entendu de ceux politiques qu'il a dit qu'il faut que désormais qu'il y ait des élections inclusif. Mais bon, ok. Il ne faut pas oublier que nous sommes également à quelques mois des élections. Il a fait allusion à 2019. En 2019. Oui, tout ce qui s'est passé. Voilà, oui, il a dit. Mais il était très actif en 2019. Voilà. Donc, on peut lui imputer ce qui s'est passé également. Il est inactif maintenant? Oui, non, vous comprenez. Non, avec son âge, il n'est plus actif comme en 2019. On est en 2026. Mais il est actif par cette déclaration. Oui, d'accord, oui. Mais politiquement, il n'est plus aussi actif qu'avant. Avant, il était député, il était vraiment aux affaires, il avait vraiment des responsabilités sur le plan politique. Mais aujourd'hui, même le parti, en réalité, a été complètement engourdi ou bien englobé dans un autre parti. Donc, son activité est beaucoup plus dans la parole aujourd'hui. Et moi, je veux dire quoi? Ces sorties médiatiques du président Adrien Goumbédi, c'est-à-dire, je ne sais pas si je dois répéter. Voilà, ces déclarations publiques, je veux dire, moi je l'analyse beaucoup plus comme une stratégie politique. Voilà, et on l'a déjà dit sur ce plateau. C'est la stratégie du « je suis là, ma voix compte toujours et je vais dire ce que je pense au moment où je le pense ». Sinon, qu'est-ce qui empêche normalement, lorsqu'on est dans une même obédience politique, de se parler entre nous plutôt que d'aller sur la place publique et dire ce qu'on pense. Ou bien aussi, peut-être que c'est nous qui nous trompons. Si comment on appelle ce canal-là n'est plus possible, s'ils n'arrivent pas à parler donc, au sein de la mouvance présidentielle, qu'ils nous disent d'abord ça, qu'ils nous disent, voilà, maintenant je ne suis plus là-bas, parce que voilà, on ne me permet plus de dire ce que je pense. Voilà. Et là, on peut comprendre aussi. Donc je pense que cette image-là qu'on colle souvent au président Goumbédi aussi, ça vient un peu de ces choses-là. Parce qu'à un moment, il faut s'afficher clairement et dire, voilà, je suis plutôt désormais comme ça, je ne suis plus comme ça. D'accord. Très bien, on va changer de sujet avec donc la complicité de Rebecca Ogou. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci pour l'attention. On va parler de cette loi sur la chefferie traditionnelle, l'intégralité du texte promulgué par le chef de l'État. Oui, le chef de l'État, il faut le rappeler, a pensé cette loi. Et donc, il y a un travail qui a été fait en amont avec des scientifiques, je vais dire désignés, qui ont fait un travail de recherche sur tout le territoire et donc ont fait des propositions. Et c'est suite à cela que cette loi a été donc rédigée et envoyée à l'Assemblée nationale qui a étudié. Et ce n'était pas quand même une loi expressément étudiée ou balayée du revers de main. C'était une loi étudiée à l'Assemblée nationale comme cela se doit. Et aujourd'hui, elle a été promulguée. Bon, on dira que peut-être, oui, malgré les remous au départ, que la loi a été promulguée. Est-ce que vous y voyez d'inconvénients? Non. Moi, j'applaudis d'abord cette avancée-là. Ça fait partie donc des tenues significatives que le Bénin a connues depuis 2016, cette loi sur la chefferie traditionnelle. Quand vous voyez, on prend le référentiel avant 2016, tout ce qui se passait, où
Muriagua peut s'offrir une couronne pour devenir chef de sa famille sans même consultation. Omar Diadio peut s'offrir des colliers pour... Voilà, et devenir un grand chef. Et s'auto-programme Da Diadio. Et tout le monde est devenu Da. Tout le monde est devenu Da. Dans chaque famille, il y a au moins 10 Da. Et tout non, après. À chaque fois que je tais le nom, je ne sais pas si j'aurai le courage de le dire un jour. On a fait, je vous assure, j'ai fait 5 minutes de moto. Je me dis même si ça vaut même 5 minutes sur terre battue. C'était même sur comment on appelle, sur goudron, on va dire qu'on va à une certaine vitesse. Moins de 5 minutes, hein, oui. On est passé d'un royaume à un autre royaume. C'était incroyable. J'ai dit, mais c'est quoi l'histoire? Voilà. On faisait en fait j'écrivais une émission culturelle sur, comment on appelle, sur la culture béninoise. C'est une émission qui portait sur nos cultures. Donc on avait choisi donc, ce royaume-là. Et maintenant on cherche le roi. C'est qui le roi? Donc non, on nous dit c'est ici le roi. Mais pendant qu'on est là, on finit avec le roi, on se dit non, il n'est pas là-bas. C'est là-bas le roi. Mais finalement, le roi de cette localité est où? Donc on me dit, ok, j'ai dit, bon, je veux connaître le deuxième palais. Et croyez-moi, c'est 2 bons palais, hein. Ce n'est pas des trucs. Non, mais c'est bien conçu. Et toi, tu sais que c'est ancien, quoi. Mais comment est-ce possible? Donc je pense que cette loi-là, elle a bienvenue. Ça met fin d'abord à quelque chose. Cette bagaille-là qu'on exporte. À 5 minutes de distance entre deux royaumes. C'est incroyable. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et c'est au Bénin que ça se passe. Voilà, donc moi, je vous dis, c'est une pagaille. Et ce que je vous raconte, c'est du vécu. Ce n'est pas une histoire inventée. En coulisses, je peux vous dire, parce que bon, nous sommes sur un plateau, il ne faut pas dire les choses. Et puis après, toute une communauté va se mettre, va être fâchée. Non, ce que vous avez dit là, c'est une réalité. Et les Béninois aussi, en connaissant de ça, même il y a des moments donnés, on se dit, mais écoutez, ce n'est pas esthétique de voir que dans la même famille, que 2 frères se discutent la couronne parce que... Mais il y a une origine. Parce que, en fait, ce sont les politiques qui sont venus donner cette force-là à des gens pour arriver à le faire. Parce qu'à un moment donné, vous savez, il y a eu un temps où on donnait des millions, des sacs contenant des liasses de billets à des rois. Donc, tout le monde pouvait travailler à devenir roi pour bénéficier donc de sacs de billets. Bon, finalement, après qu'on ait fait cet état de lieu, et on a remarqué également que Patrice Talon a commencé par travailler sur la chefferie traditionnelle, le tourisme, le vaudou, les religions endogènes et tout le reste. Il faut quand même qu'on redéfinisse la carte historique de notre pays pour que les gens arrivent à savoir mais qui fait quoi et qui porte quoi, qui porte quel nom dans cette république-là. Quand on a fait tous, je donne un référentiel encore, le CM2 où on nous parlait de royaume de Niki, royaume de Niki, royaume de Porte-Nouveau. Il y avait une carte qui était définie et on connaissait cette carte-là. Mais quand on a initié cette loi-là, beaucoup de gens ne savaient pas que ça allait prospérer. Surtout. Parce qu'il y a eu un silence après, oui, pendant que les scientifiques travaillaient. C'est en ce moment-là où le comité des scientifiques travaillait. Oui, tout à fait. Et ils ont consulté beaucoup de gens. Ils ont consulté les livres. Et la date qui a été choisie, c'est avant l'arrivée donc des colons. Parce qu'avant l'arrivée des colons, la carte historique est définie. On connaît les royaumes, on connaît les royautés, on connaît les chefs, on connaît tout et tout. Donc, c'est après l'arrivée des colons a fait que beaucoup de gens se sont retrouvés comme Wagmet, si vous voulez. Les royaumes n'étaient plus aussi puissants qu'ils étaient dans le temps. Parce que donc, finalement, d'autres se sont y a eu aussi décrétés rois tout seuls. Oui, aussi, les gens qui ont été choisis parce qu'ils sont dociles aux colons, donc voilà. on les mettait à la place donc, du roi. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, si le président Patrice Talon est arrivé à promulguer cette loi, ça vient taire les polémiques. Et comme l'a dit le professeur Victor Topano, j'ai lu ce que Léandre a écrit et a rapporté dans ses propos, si les gens estiment que leur royaume n'a pas été pris en compte, qu'ils réunissent les preuves pour qu'à la prochaine relecture de la loi, qu'ils déposent et qu'à la prochaine relecture de la loi, qu'ils soient pris en compte. Je crois que c'est facile.
qu'on arrive là. Mais aujourd'hui, c'est qu'il faut déjà remercier le chef d'État, le gouvernement, pour avoir initié cette loi-là, et qui, désormais, va faire redéfinir la carte historique de notre pays. Et on peut donc déjà saluer cette dynamique-là de promotion de notre culture. Et ça va donner également un autre pouvoir au roi et aux chefs traditionnels qui seront désormais considérés. Ce ne sera pas ceux-là qui ont le sac et quand ils viennent à Sekwe, ils enlèvent la couronne et tout. Sekwe, c'est quoi S'ils veulent aller à Bomé, ils enlèvent le sac. Ils enlèvent le couronne. Ils ne doivent pas arriver là-bas avec la couronne. Parce que là-bas, on sait qui est qui. Ah bon? Oui. Enfin, le puissant royaume d'Abomey, tu vas apprendre l'histoire à qui là-bas. Quand ils voient Abomey, ils arrivent à Sekwe, ils enlèvent les couronnes. Vous êtes en train de dire des choses... Parce que là-bas, on sait d'où tu viens. Personne n'est tombé du ciel. C'est l'origine de tout, comment on appelle, tout le plateau d'Abomey, si vous voulez. Donc, quand tu vas comment on appelle, te décréter roi tout seul quelque part, mais avant d'aller en famille, tu vas faire le roi à qui là-bas? Donc, il y a tous ces aspects. Moi, je pense que c'est comme Henri l'a dit, cette loi sur la chefferie traditionnelle était nécessaire. Et c'est une belle avancée finalement que de faire cette loi-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit une fois sur ce plateau, et au Bénin, le régime de la rupture permet finalement quoi? Une révolution culturelle au Bénin. Vraiment. Il y a une véritable révolution. La culture est vraiment au centre des préoccupations politiques. Et on sent donc un certain renouveau sur le plan culturel du Bénin. Que ce soit les Vodou Days, que ce soit, comment on appelle, la mise en valeur de nos sites historiques, de nos sites culturels. Il y a beaucoup d'éléments qui sont faits. Allez aujourd'hui à Porto Novo. Vous allez voir tous ces comment on appelle, les principaux endroits, les principaux palais, comment est-ce qu'on a rénové les principaux... Et ça, c'est le travail étatique qui permet donc de faire ce travail-là. Ce n'est pas les familles princières qui le font, mais c'est beaucoup plus donc l'État qui met la main à la pâte. Vous allez à Bomé également, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Donc sur le plan culturel, il y a une belle avancée. Et donc parce qu'on veut rendre le Bénin comment? Le Bénin plus attractif sur le plan touristique. Et quand les gens viennent, il faut qu'on leur raconte une histoire. Il faut qu'on leur dise, voilà comment, voilà ce qui est attractif réellement chez nous. Mais on raconte l'histoire sur la base de quoi? Voilà. Donc il faut revisiter notre histoire. Il faut remettre les choses à leur place. Et je pense que c'est ce travail-là qui a été fait. Et moi, j'aimerais dire à tous ceux qui se plaignent aujourd'hui, mais aucune loi n'est figée. Même la constitution d'un pays, c'est nous, on a tendance à penser que même la constitution doit être restée figée. On ne doit pas... Non, aucune loi n'est figée. La loi, non. On est dans la 5e République au Gabon. Comparons ce qui est comparable. Non, j'ai rien comparé. Comme vous avez dit que rien n'est figé, c'est pour dire que la République avance du côté du Gabon. D'accord, j'ai compris. Voilà, parce que souvent on prend souvent des exemples. Non, ce n'est pas un exemple. Je confirme ce que vous dites. Donc, est-ce que moi je veux rappeler, en plus de tout ce que je viens de dire, c'est que le travail qui a été fait aussi, c'est un travail, mais qui a été fait de manière, je vais dire même scientifique, c'est des outils historiques qui ont été utilisés. On a pris en compte tout ce qu'il y avait, comme on appelle, comme élément d'histoire pour pouvoir donc faire ce travail-là. Il est clair qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, tous ceux qui se plaignent aussi n'ont pas totalement tort. Et c'est là où je vais citer, par exemple, le député, l'honorable, je vais même dire le professeur Arifari Bako. Pourquoi j'ai dit professeur? Parce que j'insiste sur le fait que lui aussi, c'est un scientifique. Il a les mêmes outils que les autres ont pris pour travailler. Donc, il est plutôt, comment on appelle, c'est la personne aussi, comment on appelle, qui convient pour donc parler de ces choses-là. Il dit, par exemple, pour le cas, je crois, de Karim Maman, je crois, il y a un émir là-bas. Vous parlez du professeur Biobigou? Non, c'est oui, Arifari Bako. Arifari Bako, oui. Il dit, le professeur Arifari Bako, il dit que pour Karim Maman, par exemple, on parle d'un émir. Et donc, généralement, dans l'esprit collectif, quand on dit émir, on entend plutôt l'arabe, on entend plutôt le religieux. Oui. Mais en réalité, c'est parce que ces régions-là, elles sont fortement islamisées. Oui. Un peu comme Kano au Nigeria, un peu comme Katsina, Kaduna, tous ces endroits-là qui ont des émirs également au Nigeria, mais qui sont... Effectivement. Et ils sont reconnus comme des royaumes au Nigeria.
malgré que ce soit des émirs. Et de l'autre côté, quand tu vas en région Yoruba, par exemple, on te parlera du Oba, qui est reconnu également comme un roi là-bas aussi. Donc, l'émir n'a pas forcément une connotation religieuse. C'est parce que tout simplement, c'est des régions très islamisées. Donc, finalement, le chef qui était, comment on appelle, qui était là, finalement, a été désigné par le nom que l'islam donne finalement au roi. Et donc, moi, je pense que ça, c'est des éléments, par exemple, qui comptent, sur lesquels on peut se baser lorsqu'il y aura donc des relectures de la loi. Mais pour l'instant, je propose vraiment que tout le monde se conforme et que tous ceux qui ont des doléances par rapport à cette loi-là, tous ceux qui ont des, comment on appelle, des points de vue différents sur tel ou tel point, puissent comment on appelle, les regrouper et le moment venu, lorsqu'on aura fait la relecture, ou bien même travailler à ce que cette loi-là soit relue, plutôt que de contester quoi que ce soit aujourd'hui. Moi, je pense qu'il n'y a rien à contester. Ça permet de mettre fin à la pagaille, comme on a dit, des gens qui se lèvent du jour au lendemain, il est même installé sur peut-être même un territoire où il n'y avait même pas de royaume dans le temps, il n'y a même pas un prince qui habitait là-bas, peut-être qu'il était le champ même peut-être des vrais rois dans le temps. Lui, comme il a pu acheter un carré là-bas, finalement il devient un Da là-bas. Oui, mais c'est le premier habitant, donc c'est lui le Da. Donc tous ceux qui doivent arriver... Non, il faut mettre... Vous savez, la culture, c'est ce qu'il y a de plus essentiel chez un être humain. C'est notre identité en réalité. Quand on nous arrache tout, toutes ces camisoles de force que nous mettons pour venir nous asseoir sur un plateau, quand on enlève tout, qu'est-ce que... Oui. Ouais, moi, je n'ai pas porté de camisole, s'il vous plaît. Mesurez vos propos. Quand il dit camisole de force, ça veut dire que c'est la profession qui vous oblige un peu à porter ces choses-là. Ça veut dire quoi? Pour paraître élégant. On aurait pu venir... On aurait pu... Écoutez-moi. Ça veut dire quoi? Attendez. On aurait pu venir ici en habit traditionnel ce matin. Il m'a lâché une bombe là. On aurait pu, par exemple, venir ici ce matin, oui. C'est-à-dire tous les jours, tous les matins, en habit traditionnel. On aurait pu porter des dashiki, des bombas, des choses comme ça, et venir s'asseoir ici. Mettre les couronnes des mais croyez-moi, à un moment, les responsables ici vont vous appeler. Je dis que c'est ton même qui sera le premier à dire. Comment il va dire? C'est ce qu'il va dire. Il va dire. Mourir d'Agbéwea. Donc, je disais quoi? La culture, c'est essentiel. En quoi est-ce que la culture est essentielle? Je vais vous expliquer très bien. Pour qu'on puisse comprendre. Les gens peut-être ne comprennent pas la portée de cette loi aujourd'hui. C'est une loi qui est essentielle. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, on parle de globalisation. On parle de mondialisation. Qu'est-ce qui se passe? Dans la mondialisation, chacun apporte ce qu'il est dans la mondialisation. Nous apportons quoi dans la mondialisation? On va partir seulement juste avec nos vestes comme tous les autres. Mais finalement, qu'est-ce qu'on apporte? On apporte la culture de l'autre et on n'apporte pas... Donc, pour pouvoir apporter notre culture, faisons donc le ménage déjà et pour apporter maintenant notre culture donc dans cette mondialisation-là. Parce que nos aïeux, nos ancêtres, ils ont fait un travail formidable. Nous, on n'a rien fait du tout. Ils ont apporté quelque chose à l'humanité. Mais toutes ces choses-là qu'ils ont apportées à l'humanité, il ne faudrait pas qu'on les perde. Et donc, il faut faire le ménage, il faut mettre les choses en place, de sorte que lorsque nous également, on va à la mondialisation, on puisse apporter quelque chose. Voilà ce que le Béninois est. Nous, Béninois, voilà ce que nous sommes. Au nord, voilà ce que nous sommes. Au centre, voilà ce que nous sommes. Au sud, voilà ce que nous sommes. Et voilà ce que nous avons pu faire par rapport à telle ou telle chose. Parce que vous savez, par exemple, je prends par exemple, excusez-moi, je prends par exemple Dieu. Sur tout le Bénin, chacun a sa conception de Dieu. De la même manière que les Européens, tout ce monde a sa conception de Dieu. Et chacun d'eux apporte tout ça à la mondialisation. L'autre va venir avec son yoga, le gars va venir avec sa méditation. Nous, on vient avec quoi? De notre fa. Voilà. Donc, il faut qu'on vienne avec ce que nous sommes. On ne va pas consommer rien que pour les autres. Moi, je connais des Béninois aujourd'hui qui sont des adeptes de yoga. Tous les matins, ils se lèvent là. Maintenant, toi, tu apportes quoi? Ta culture, là, toi, tu apportes quoi? Je n'insulte personne, mais c'est le de parler. Aujourd'hui, là, vous êtes arrivé. Oui, mais quand ça a rapport avec la culture, c'est essentiel. Je vais terminer par ceci. Je suis musulman. Vite terminer, vous êtes arrivé sur le doigt aujourd'hui. Je suis en train de finir. Je suis musulman, pratiquant. Je n'ai même pas besoin de dire pratiquant. Quand on est musulman. Je suis musulman. Mais cela ne m'empêche pas d'être amoureux fou de ma culture. Je ne suis pas adepte de quoi que ce soit, mais je suis content, heureux qu'on puisse dire, ok, ça, ce sont ces aïeux qui faisaient comme ça. C'est important, puisque les autres le font. Et
personne, aucun pays ne va au développement sans la culture. Regardez tous les grands pays. Prenez les Japonais, ils viennent avec leur culture. Malgré que c'est un pays très industrialisé, ils mangent des sushis. Un pays surdéveloppé. Le sushi est devenu quelque chose que tout le monde aime aujourd'hui. Oui. Ils sont venus avec leur judo, ça fait partie maintenant des Jeux Olympiques. Regardez les Chinois, ils sont venus avec leur karaté, tous leurs arts martiaux, c'est aux Jeux Olympiques aujourd'hui, ainsi de suite, ainsi de suite. Regardez même les Américains, le nouveau continent. Eux n'ont même pas d'histoire par rapport à nous. Nouveau continent, mais ils viennent quand même avec ce qu'ils sont, avec leur culture urbaine. Le rap aujourd'hui, c'est partout dans le monde. Donc, nous, Béninois, on vit avec quoi? Il faut qu'on parte avec ça, c'est important. Très bien, on va finir rapidement par la tournée de la ministre conseillère à la santé, oui, qui s'est achevée par le Septentrion, comme le disait l'un des quotidiens, je ne sais pas si c'est le leader du jour. Oui, la ministre conseillère à la santé a organisé, le Paraclet a organisé une tournée, oui, pour donc visiter les formations sanitaires publiques. Certainement que vous avez vu ces magazines passer sur les télévisions. Elle en a vu, elle en a entendu. Et comme on le dit, à un tel poste, on vous nomme à un poste pareil et vous ne faites pas l'état des lieux et puis vous vous lancez, ce qui n'était pas possible. Comment appréciez-vous cette démarche donc, de la ministre conseillère à la santé? Non, vous l'avez si bien rappelé. Si on vous confie une telle responsabilité, il faut donc aller au contact donc, des réalités de ce domaine-là. Vous êtes en train de rimer. Il faut donc aller au contact de cette réalité. Oui. Et également comprendre... Ce matin, décidément. Non, mais Henri, rédacteur en chef de Tado, mais attendez, qu'est-ce que vous croyez? Non, on va le laisser poursuivre. Je peux continuer? Oui, allez-y. D'accord. Donc, je disais que quand vous confiez cette responsabilité, vous devez donc aller au contact des réalités oui. pour savoir pour savoir les activités qui se mènent dans les formations sanitaires. Pour savoir quoi décider. D'accord. Voilà. Et donc, non, pour moi, non, il fallait le faire. Il fallait le faire parce que, vous savez, c'est un secteur sensible. Quand on prend donc, le secteur de la santé, c'est un secteur sensible. Et la politique sanitaire mise en place par le gouvernement avec le professeur Mpati, il fallait quand même que beaucoup de choses soient vulgarisées. Donc, après avoir fait cette tournée, la ministre conseillère va maintenant, oui, aller au-devant donc, des populations, des citoyens, et leur indiquer ce qui a lieu de faire. Parce que vous savez quoi? Je vous dis, il y a beaucoup de choses. Il a fallu que le président Soglo aille, bien sûr, au centre international de Calavi, Chic, pour constater qu'il y a quelque chose qui se fait. Moi, ça me fait la deuxième fois que je suis allé. Je vous ai vu derrière le président Soglo. Hein. Vous m'avez vu? Oui, oui, c'est faux. Non, j'étais chasseur d'informations. Chasseur d'informations, je vous ai vu. Donc, il y a beaucoup de choses. Au niveau de la politique sanitaire aujourd'hui, c'est autre chose. Et donc, il fallait quand même qu'on fasse l'état des lieux et pour rendre compte. Parce que si vous voulez parler aux citoyens, il faut quand même que vous ayez de la matière, il faut quand même que vous ayez de l'information. Mais il fallait qu'elle aille faire cette tournée-là pour mieux cerner les réalités, comme je l'ai dit. Et donc, pour moi, c'était nécessaire. Maintenant, il faut que déjà... Ça nous a permis aussi de voir ce qui se passe dans le pays en matière de formation sanitaire, les investissements qui ont été faits. Il y a beaucoup de choses. N'allez pas loin, même à Aksato, tout près ici. Moi, j'ai fait un tour. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de changements qui ont été apportés à ce centre-là. Il n'y avait pas de laboratoire entre-temps, mais là, c'est que dans ce petit centre-là, je le dis comme ça, il y a un laboratoire. C'est qu'en temps, quand on fait le prélèvement, il faut aller à Calavi, il faut attendre 48 heures, 72 heures avant que vous ayez le résultat. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Vous avez donc le résultat le soir ou bien quand c'est urgent. Tout ça, c'est qu'il y a, au niveau de la politique sanitaire, il y a que, c'est bien réfléchi, mais il fallait quand même que, nommé à ce poste-là, il faut aller faire le constat et rendre compte. Donc, au niveau donc des populations, dès qu'elle va se retrouver devant les populations, elle saura quoi dire, elle saura quel langage utiliser pour leur expliquer tout ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. En faisant cette tournée-là, on va le faire
part de certaines difficultés et donc à elle maintenant de rendre compte donc au ministre tutelle et le ministre donc de remonter au président de la République ou à elle de remonter directement au président de la République. Voilà donc ce que je pense de cette tournée-là. Que les autres ministres conseillers aussi doivent faire quand même. Voilà. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre quelques comptes rendus de ces tournées-là. Quelles ont été vos impressions sur ce que vous avez vu et entendu? J'ai suivi quelques comptes rendus, notamment ceux que Clémence Tonoucoin a fait le récit. J'ai vraiment suivi, c'était très intéressant. J'ai même suivi ça sur l'OATB. Très intéressant, c'est très édifiant, surtout ce que fait le gouvernement en ce moment. Mais avant de poursuivre là, j'aimerais revenir sur un exemple que Henri a pris et je veux confirmer. Et là, c'est moi-même qui l'ai vécu. Un beau matin, je me réveille, ma petite, la dernière, elle a un petit souci et je me dis, ça doit être le palu. La dernière. Pourquoi je ne vais pas dire la dernière? Dites-moi, vous avez une seconde femme à me donner. Il demande si vous avez une seconde femme à lui donner. Officiellement, vous pouvez informer les populations. Parce que la première, avec la première, on a décidé déjà de fermer le robinet. Très bien. Oui. Il ne faut pas nous distraire. Continuez. Il ne faut pas nous distraire. On va y aller. Donc, la dernière. Donc, la dernière. Donc, je sors le voisin, je prends ma petite, je parle avec elle. Je dis, toi, tu m'envoies encore à la clinique maintenant pour aller faire ça. Et le voisin qui me dit, non, ne va pas tout de suite à la clinique. Si c'est le palu vraiment que tu soupçonnes, va à Kassato, au centre de santé d'Akassato. Je t'assure, c'est un petit test. C'est rapide, c'est vite fait. Je vous assure. Et immédiatement, j'ai été là-bas et ça a été fait. Juste, on m'a dit, oui, effectivement, le palu, et puis voilà, c'est réglé. Donc, plutôt que d'aller là-bas, on va faire une prise de sang, on va faire ci, non, tout de suite, ne serait-ce que ça, on a ça désormais dans nos centres de santé. Et ça, c'est un tout petit centre de santé par rapport à ceux même qu'on a vus au niveau donc, comment on appelle, de ces reportages-là dont vous parlez. Moi, je pense que c'était essentiel, et j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous édifie effectivement sur tout ce qui a été fait, tout ce qui est en train d'être fait également sous le régime de la rupture. Sur le plan sanitaire, on peut le dire sans embâche, le président Patrice Talon a mis vraiment les petits plats dans les grands. On a fait les choses, mais en grand, vraiment. Et les centres de santé sont véritablement... J'ai vu même des témoignages des gens qui étaient, comment on appelle, de Savet. Voilà, le centre de santé de Savet, je crois. Mais j'ai entendu les témoignages, mais j'étais dépassé. Je comprends plus ou moins le Nago, mais j'étais dépassé. Je dis, en pays Nago, on salue, bon, c'est parfait. Et ce qui m'a le plus étonné également, vous savez, sur ce plateau, on a beaucoup dénoncé le fait que la dialyse devient, enfin, pas la dialyse, l'insuffisance rénale devient comme un problème de santé publique chez nous. Et on en a parlé, on a dit, on a redit. Mais aujourd'hui, regardez ce que l'État est en train de faire sur ce plan-là également. C'est vrai qu'il reste beaucoup de choses encore à faire, mais sur le plan, par exemple, de la dialyse, sincèrement, si on veut être objectif et honnête, on doit pouvoir donc tirer le chapeau au président Patrice Talon. C'est un J'ai vu que des gens étaient obligés de venir, par exemple, à Cotonou pour faire avant de faire des dialyses. Mais aujourd'hui, on a installé des trucs de dialyse. Pratiquement dans presque toutes les régions aujourd'hui. Et je crois que le travail est en train d'être fait. Il y a même encore des, comment on appelle, des unités de dialyse aujourd'hui, des mots de dialyse, je ne sais pas comment ils appellent ça, qui sont même mobiles pour permettre aux gens de pouvoir se déplacer, aller donc vers les départements, dans les centres de santé, pour pouvoir donc prendre les gens en charge directement sur leur lit et tout. Donc, moi, je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Tout n'est pas parfait, mais ne serait-ce que sur le plan de la santé, le Bénin est en train de faire un grand pas. Et ça, en toute objectivité, en toute honnêteté, on doit pouvoir saluer ce fait-là. Très bien, merci à vous, sauf si Henri Yambonnet veut ajouter quelque chose avant qu'on ne passe à la suite de cette émission. Non, déjà, rappeler que cette initiative doit être pérennisée, que les autres ministres conseillers voient en l'honorable Claudine Prudencio un exemple pour pouvoir également, en ce qui concerne le secteur, faire des tournées. Et nous montrer également qu'ils sont en train de travailler, parce que là, vous savez, leur rôle, c'est... On peut dire que le chef de l'État a eu raison donc, de penser à nommer des ministres conseillers pour... Oui, quand vous êtes imprégné de... Parce que le ministre même n'a pas le temps de faire tout ça là. Justement, c'est ça. C'est pourquoi ils sont le constat du travail effectué, tout ce qu'on a pu exécuter, comment est-ce qu'on voit, est-ce que ça a été fait, comment est-ce que ça a été fait, il faut pouvoir le voir également. Est-ce que les populations en profitent? Voilà.
Oui. On connaissait l'état dans lequel on était, maintenant on fait maintenant un nouvel état des lieux pour savoir comment est-ce qu'on a changé. évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais le ministre, le technicien qui est au poste n'a pas ce temps-là, n'a pas le temps de faire la politique. Donc il faut quelqu'un. Il a la tête dans le guidon, comme on dit, il doit exécuter le programme et il avance. Pour finir, je lance également un appel à Pépé Soglo. Il peut faire aussi le tour des hôpitaux pour voir un peu. Non, il est allé à... Pourquoi c'est à lui que vous faites appel? Oui, parce que c'est lui qui est en tournée actuellement. Lui aussi, il est en tournée. Vrai, il visite les chantiers. Lui, quand il sort, même Henri sort aussi. Parce que c'est-à-dire que tous les journalistes sont derrière. Parce que c'est lui, quoi. Parce que c'est Soglo. Alors que si c'était un ministre conseiller, ce n'est pas sûr que le grand Henri se mette sur la voie. Non, il faut le dire. Il faut que les ministres conseillers aussi impliquent la presse, les radios, les télévisions dans leur tournée, dans ce qu'ils font. Ça va permettre également aux populations de savoir, oui, tel ministre a fait ça permet. Soglo, c'est parce que bon, j'ai un lien avec quelqu'un qui est plus proche et qui m'a dit non, écoutez, bon, il t'a donné l'information. Sinon, même je serais via. Oui, mais ça, c'est. Non, mais toutes les entrées mises à part. Quand Soglo sort, vous n'avez pas partagé l'information avec nous. Vous vouliez avoir l'exclusivité. Non, pas du tout. Ça n'a servi à rien. Parce que nous, on a utilisé ça à poison. Même moi qui ne fais plus beaucoup de reportages aujourd'hui, quand Soglo sort, je suis informé. Parce que c'est Soglo. Presque tout le monde est informé. Ah, il paraît que le président est à tel endroit, il paraît que si, il paraît que c'est. Bon, c'est Soglo. C'est lui, ça. C'est Soglo. Et c'est Soglo. C'est deux personnalités. Oui, c'est Soglo. C'est Soglo. D'accord, merci à vous pour tout ce que vous avez apporté à ce plateau ce matin en ce qui concerne l'analyse et les commentaires.